Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire qui va durer jusqu'à 12h30. L'idée, c'est de réaliser un webinaire basé sur l'échange, évidemment, même en visio, où plusieurs intervenants ont eu la gentillesse de dire oui à nos sollicitations pour prendre la parole et présenter des projets autour des politiques sport-santé, des mobilités actives et comment les collectivités peuvent s'engager. Donc, au nom de l'Astra Nutrition, bien évidemment, nous les remercions de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Et comme tout webinaire, vous pouvez poser vos questions. Il y aura, dans le chat, bien évidemment, et puis il y aura la possibilité après chaque intervention de pouvoir poser vos questions. Juste une petite information. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur notre site internet pour les adhérents de l'Astra Nutrition. Juste quelques mots sur l'Astra Nutrition. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, mais nous sommes basés à Nantes, mais nous avons une mission qui est régionale. Nous sommes une association et nous sommes financés à 100% par les ministères, ARS côté santé, Drages côté sport et maintenant l'ADEME. Donc nous sommes une équipe de 11 salariés et notre mission principale, c'est d'accompagner les professionnels et animer le réseau des acteurs, comme aujourd'hui via ce webinaire. Et nous avons deux thématiques importantes, l'alimentation et l'activité physique. Et dans l'alimentation, vous allez retrouver deux troubles pour lesquels on essaye d'accompagner les professionnels. C'est la dénutrition et l'obésité. En pratique et en fonction de vos besoins, évidemment, pour les collectivités, nous avons une volonté des missions d'informer et de sensibiliser en fonction de la demande. C'est surtout en fonction des besoins du terrain. Et nous sommes très pris par évidemment les nouvelles politiques publiques autour du développement durable, de l'alimentation, des mobilités actives, des cantines scolaires, etc., l'alimentation chez la personne âgée. Tout ça, ce sont des choses que l'on fait et où on accompagne en sensibilisant les élus, mais aussi les acteurs du territoire au sein des collectivités. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir être une porte d'entrée aussi pour vous sur le territoire, en essayant de vous mettre en relation avec des acteurs qui peuvent vous renforcer sur certaines thématiques comme l'activité physique ou l'alimentation. Vous allez retrouver aussi toutes ces informations sur notre site internet et n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais il y a encore des points sombres après ce webinaire, mais je pense que vous nous connaissez déjà toutes et tous. On va commencer par une prise de parole de Pierre Caillot, que je pense vous connaissez aussi, qui est médecin de santé publique à la SRAE. Et puis après, nous aurons différentes interventions d'Anne Guillorel de la Comcom de Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, puis Anne Bourry, Comcom Pays des Achats, et enfin Nicolas sur l'Académie des mobilités actives. Alors évidemment, nous parlerons des politiques sport-santé et des mobilités. Tous ces intervenants sont inscrits dans ces thématiques, alors soit peut-être plus mobilité active ou sport-santé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions au moment venu. Donc, je laisse la parole à Pierre. Bonjour à toutes et à tous, merci Charles pour cette introduction. Si vous m'entendez pas bien, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat. Très rapidement, mon intervention là, sur ces 15 premières minutes sera plutôt sur le pourquoi s'engager, avant que les trois intervenants ensuite vous donnent plutôt des solutions sur le comment s'engager concrètement. Une petite mallette de secours, il se peut que je parle assez vite sur les diapositives et que vous n'ayez pas le temps de lire certaines choses, c'est en grande partie volontaire. Si vous n'avez pas le temps de lire, c'est que c'est pas à lire tout de suite, c'est simplement pour que vous ayez les documents complets si vous souhaitez revenir plus tard. Donc finalement, l'activité physique et la santé,
quel lien on peut y avoir, il peut y avoir à développer tout ça? C'est vrai que l'activité physique présente de nombreux bénéfices pour la santé, et je passe assez vite sur cette diapositive. Non pas qu'elle soit fausse, elle est totalement vraie. Simplement, cette accumulation de chiffres et de bénéfices est largement prouvée. Mais c'est pas ça qu'on verra tout à l'heure, c'est pas ça qui fait qu'on bouge plus. Le fait de savoir ces chiffres-là, simplement c'est quelque chose d'assez naturel. Le corps, par nature, hein, c'est quelque chose en mouvement perpétuel. Donc effectivement, la mise en mouvement provoque la vie, est une source de vie, et seul un corps mort finalement ne bouge pas. Donc c'est évident qu'en se mettant en mouvement, il y a tout un tas de systèmes d'organes qui sont sollicités, qui sont mobilisés et qui sont adaptés pour ça, que l'on parle des os, des poumons, des vaisseaux, du cerveau, etc., etc. Tout notre système est parfaitement adapté au mouvement et même en a besoin. Pour synthétiser tout ça, l'activité physique est à la fois un facteur protecteur, hein, avant l'apparition des maladies, et puis même une fois qu'on a certaines maladies chroniques, ça peut être un véritable traitement, et parfois même en première intention, le traitement que les médecins et les soignants doivent accompagner auprès des gens. Et une notion de régularité autour de cette activité physique qui est sur cette notion de quotidien, un petit peu comme un pilulier si on est dans le cas d'une maladie chronique, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut retenir désormais. Et c'est ce qu'on retrouve finalement sur la fiche PNNS, Programme National Nutrition Santé, que vous avez peut-être dans vos collectivités, auprès des différents publics. La fiche dans la catégorie augmentée, vous retrouvez l'activité physique. Dans la catégorie réduite, on retrouve le temps passé assis, la sédentarité. C'est une notion que j'aurais pas le temps de décliner aujourd'hui, mais on pourrait revenir dans les échanges si vous le souhaitez. Cette activité physique, si on la traduit en une phrase, voilà la phrase aujourd'hui qui doit être proposée au grand public, c'est au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Donc on retrouve cette notion de par jour. Et derrière le mot dynamique, ce sont des activités où on va un petit peu augmenter, se réchauffer, on va dire ça comme ça, mais pouvoir continuer à parler, ça doit rester des activités confortables. On ne parle pas de choses très intensives, pas du tout. Et limiter la sédentarité, bien là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chez les enfants, ça c'est chez les adultes, chez les enfants en 5-18 ans, on est bien sur 1 heure par jour. Voilà les types de diapositives que vous n'aurez pas le temps de lire, mais c'est simplement les recommandations sur une seule page proposées par l'ONAPS. On retrouve notamment aussi des recommandations autour du temps d'écran, qui a été notamment pointé du doigt dimanche soir dans un reportage de Capital, je crois, aux zones interdites, je sais plus, sur M6, qui a fait un peu de bruit. Mais finalement, une recommandation n'est pas une recommandation. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que prenez ce graphique-là qui est finalement très simple, c'est que sur l'axe du bas, vous augmentez l'activité physique, sur l'axe vertical, vous regardez les bénéfices pour la santé qui augmentent. Eh bien, prenez cette personne ici, une première personne qui augmente son niveau d'activité physique d'une chaussure. Eh bien, regardez les bénéfices santé qu'elle peut en avoir, en retenir de cette activité physique par rapport à son voisin ou sa voisine, qui augmente d'une même quantité d'activité physique, hein, c'est une même chaussure, mais qui était déjà plus active au départ. Et bien cette personne-là va aussi avoir des bénéfices santé, bien entendu, mais finalement moins en gain brut que la personne qui était la plus éloignée. Donc ça, c'est le message important, c'est que finalement, ce sont les gens les plus éloignés qui vont en bénéficier le plus de chaque première mise en mouvement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans le guide pour les médecins de la Haute Autorité de Santé, la HAS, cette phrase-là, chaque pas supplémentaire est bénéfique pour sa santé, c'est exactement la traduction de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, et c'est pour ça aussi que en bas de la fiche que je vous ai montrée du PNNS, s'intègre cette phrase-là, chaque petit pas compte et finit par faire une grande différence. Cette dynamique-là, elle est valable à la fois pour l'activité physique, mais aussi pour la notion d'alimentation, hein. Les 5 fruits et légumes, c'est pas qu'ils soient faux, mais si on passe de 2 à 3, ce sera génial aussi. Donc c'est des repères, mais après il faut les traduire en pratique. C'est exactement ce que retrouve, là, je vous l'ai mis parce que c'est sorti la semaine dernière, une étude par une équipe de l'INSERM, je crois que c'est à Saint-Étienne, qui ont retrouvé chez les plus de 65 ans que toute activité physique était bénéfique pour la santé, même les activités physiques dites très légères. Finalement, l'activité physique, on en parle depuis quelques instants, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien là, l'activité physique, on peut l'avoir sur une vision très biomécanique, c'est une contraction musculaire qui est associée à une dépense énergétique supérieure à celle du repos, donc une vision très calorique, on va dire, de cette mise en mouvement-là, qui emmène parfois les gens, et notamment dans le milieu sportif, vers une notion, voilà, l'activité physique, c'est là pour brûler les calories. C'est une des conséquences du mouvement, mais c'est loin de ce qui doit caractériser l'activité physique à mon sens. On vous invite plutôt à voir l'activité physique comme une pratique sociale, c'est comme ça que dans vos collectivités, vous allez pouvoir mener vos politiques d'une façon plus cohérente.
Le mouvement, en fait, c'est simplement c'est comment, grâce à notre corps, on interagit avec notre environnement, que ce soit nos concitoyens, mais que ce soit aussi notre environnement physique. Donc, c'est comment, avec ses capacités corporelles, on peut s'exprimer dans un espace et à un moment donné. Ça correspond à différentes activités hein, où le corps se met en mouvement et à chaque fois, voilà, c'est cette capacité physique qui est mise en jeu. Si on le résume, c'est différents secteurs et c'est différents secteurs qui sont en mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne en face dans votre collectivité qui a bougé de la même façon de ses 10 ans à ses 70 ans. À chaque fois, selon les aléas de la vie, eh bien, on modifie nos façons de bouger. Et puis, peut-être que la sphère globale d'activité physique va diminuer, augmenter, etc. Peu importe, c'est juste pour se rendre compte de ce côté dynamique qui est particulièrement intéressant, hein, c'est ce qui fait la richesse de nos vies, et c'est ce qui fera la richesse de vos accompagnements de vos concitoyens. Et le sport santé, dans ce schéma-là, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est nulle part finalement. Et pourquoi il est nulle part? Parce que si on se base sur ce que dit le ministère des Sports, le sport santé, ça serait, donc là, vous prenez le temps de le lire avec moi, ce serait une pratique d'activité physique qui contribue au bien-être et à la santé du pratiquant, conformément à la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc le bien-être physique, psychologique et social. Donc finalement, une activité physique qui contribue à cette santé. Si on se base sur cette définition-là, ça peut être à peu près tout finalement l'activité physique, parce que, quelles que soient les photos là, que je vous ai mis ici, on peut dire que d'une certaine manière, cette activité-là contribue à la santé physique, là, l'équilibre est mis en jeu sur ce magnifique, je sais même pas comment ça s'appelle comme sport, je sais même pas si c'est un sport, mais cette activité de loisir. Mais voilà, à chaque fois qu'on va se mettre en mouvement, finalement, on peut dire d'une certaine manière qu'on contribue à sa santé. Donc cette définition-là est assez large et on peut y mettre finalement beaucoup, tout et rien. Ce que dit le Pôle national ressources sport santé bien-être, pardon, je reviens en arrière, c'est que l'activité, pour eux, le sport santé, c'est plutôt une politique. C'est une politique qui recouvre différentes mesures, qui, elles, vont développer l'activité, qui vont favoriser la santé. Et là, ça se décline dans une stratégie nationale sport santé, donc qui est bien un cadre politique d'action, et que ça se décline autour de 4 axes aujourd'hui en France, à la fois la promotion de la santé par l'activité physique et sportive, le développement de la notion que je vous disais tout à l'heure, plutôt la partie traitement de l'activité physique une fois qu'on a une maladie chronique, les sportifs qu'on puisse protéger mieux leur santé et puis renforcer la sécurité des pratiquants. Donc dans ce chapitre-là, il y a notamment tout ce qui va concerner le dopage et le renforcement et la diffusion des connaissances. Donc voilà, c'est plutôt un cadre stratégique qu'est le sport santé. Ça va concerner des actions assez précises finalement hein, dans ce schéma-là. Je vous ai mis quelques exemples. Le développement du savoir rouler à vélo chez les enfants, lutter contre les filières de commercialisation de produits dopants, etc., etc. Donc finalement, je fais du sport santé, même si c'est beaucoup utilisé et c'est volontaire que cette diapositive-là, je la mets un peu d'une manière binaire rouge et vert, mais simplement c'est beaucoup utilisé, mais c'est peut-être à comprendre d'une autre manière et à prendre un petit peu de recul sur ces usages très courants de ce mot-là, derrière lequel on ne sait pas très bien ce qu'on y met. On peut parler aussi d'activité physique adaptée, qui n'était pas sur le schéma précédent. L'activité physique adaptée, là, moi je me base sur ce que dit la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire que c'est une thérapeutique. Donc quand une maladie arrive, dans certains cas de figure, c'est une thérapeutique à part entière, qui a donc un format hein, de prescription sous forme de programme de 2 à 3 séances par semaine sur un temps donné, et qui correspond aussi à un encadrement bien spécifique qui, selon la Haute Autorité de Santé, et c'est là où il peut y avoir un décalage avec le ministère des Sports, mais je ne rentrerai pas dans ce détail, correspond à un professionnel de santé ou un enseignant en activité physique adaptée. Donc finalement, le mot sport sur ordonnance, dans vos politiques publiques, on vous invite à ne pas trop l'utiliser, la notion de sport médicament non plus. Pourquoi? Parce que on parle pas de politique de sportive qui va avoir un impact sur la santé. Le sport pourra y contribuer, mais ce sera qu'un des leviers possibles. Donc c'est plutôt une politique d'activité physique en tant que thérapeutique. Et puis le côté ordonnance peut faire écho à une notion de remboursement qui aujourd'hui n'est pas le cas en France et n'est pas le cas dans de très nombreux pays. Un schéma un peu plus simplifié, on peut retenir celui-là si vous le souhaitez. Si j'avance, la notion intéressante, c'est que parmi ces activités physiques, 90% c'est de l'activité physique qu'on va considérer du quotidien. Et que dans ce cas de figure-là, les déplacements actifs, que ce que représente la marche, le vélo et les escaliers, sont les plus facilement mobilisables et donc à privilégier. Cette phrase-là, elle est destinée aux médecins. Donc c'est ce que dit la Haute Autorité de Santé, elle dit à privilégier, en gros, en tant que médecin, dans vos accompagnements de patients, ça va être ces leviers d'action des déplacements actifs qui va être intéressant.
Et là, j'ouvre une parenthèse qui malheureusement n'est pas prête de se fermer, je pense. C'est le fait que le changement climatique aujourd'hui, c'est la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est confrontée. C'est ce que nous rappelle l'Organisation mondiale de la santé. Et dans ce cadre-là, l'Organisation mondiale de la santé se projetait sur un monde post-Covid qui serait plus soucieux de l'environnement, pour pouvoir permettre in fine une bonne santé. Et parmi les leviers d'action qui sont au nombre de 6 que l'OMS a identifiés, on va retrouver notamment la notion de système alimentaire, donc là ça rentre pas dans notre webinaire du jour, mais ça rentre dans notre champ d'action de la SRAE, et surtout le point 5 qui concerne des villes saines et vivables. Et quand on clique sur ce chapitre-là, c'est très simple, c'est des villes, enfin très simple, des villes où on peut mieux marcher et mieux faire du vélo pour se déplacer au quotidien. Donc voilà ce que dit l'OMS aujourd'hui sur ces déplacements actifs. Ça nous amène à considérer vraiment la santé humaine, déjà de se dire qu'on dépend totalement de la planète, c'est-à-dire que demain, si la planète n'est plus vivable, eh bien, on ne pourra même pas se discuter de santé, tout simplement. Donc il faut avant tout qu'on ait un habitat convenable pour qu'ensuite on développe des politiques de santé. On est dans ce cadre d'urgence-là aujourd'hui, et que dans ce cadre-là, on va avoir ou devoir mettre en place. J'arrive pas à avancer. Ok, c'est bon. Des actions qui vont devoir protéger, ou en tout cas mieux préserver la planète. Et il se trouve que parmi ces actions-là, il va y en avoir un certain nombre et qui vont avoir un effet bénéfique immédiat sur la santé humaine en parallèle. Donc c'est finalement ce qu'on appelle des co-bénéfices, c'est-à-dire des actions qui, en voulant avant tout protéger notre habitat, vont aussi avoir un effet positif sur la santé. Donc c'est un co-bénéfice, c'est gagnant-gagnant. Et in fine, évidemment, en protégeant notre habitat, eh bien la santé humaine aura évidemment des effets positifs sur la santé à plus long terme. Et bien dans ce cas de figure-là, c'est pleinement la situation des mobilités actives. On est dans une situation de co-bénéfice largement démontrée. La question est-ce que le sport est un co-bénéfice? La réponse est très simple, elle est non. Il y a de très nombreux travaux qui montrent que finalement une personne sportive aujourd'hui n'a pas un comportement, de par sa pratique sportive, qui va être favorable à l'environnement. Donc on ne peut pas intégrer le sport dans cette notion de co-bénéfice au même titre que les déplacements actifs. Les transports, juste pour vous montrer que sur les émissions sectorielles des gaz à effet de serre, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais voilà, l'agriculture, c'est 20% environ des émissions de gaz à effet de serre en France, et le transport, c'est 30%. Donc ce sont juste pour vous montrer que ce sont des pôles majeurs en cadre d'émissions et donc de réduction qu'on va avoir à faire en termes de gaz à effet de serre. Et c'est ce que comprend la stratégie nationale bas carbone, dans laquelle nos politiques publiques s'inscrivent de plus en plus aujourd'hui. Et vous voyez que sur le volet transport, on a notamment un objectif de passer de 3 à 12% de la part modale nationale du vélo, en très peu de temps finalement par rapport au temps qui nous est imparti. Juste pour vous montrer ce qui s'est passé en 1800, moi j'aime beaucoup cette diapositive. En 1800, un Français se déplaçait environ 3 à 4 fois par jour. 3 à 4 déplacements. Son temps de trajet au global, c'était environ 1 heure par jour, et c'était pour faire 5 km. Aujourd'hui, on fait toujours 3 à 4 déplacements par jour, ça correspond toujours à peu près en moyenne à 1 heure de trajet, mais on en fait 50 km avec ce même nombre de déplacements et cette même durée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est c'est la mécanisation de nos modes de vie qui a permis cette transformation de nos déplacements. Et donc pour comprendre tout ça, je vous ai mis un lien si vous souhaitez aller plus loin sur cette notion de rapport entre l'énergie et nos comportements finalement. Donc on martèle depuis, voilà, il y a évidemment des avantages santé à l'activité physique, mais finalement ils sont répétés partout, le lien entre le sport et la santé, entre l'activité physique et la santé, mais ça ne marche pas vraiment, on voit qu'on ne transforme pas l'essai en termes de dynamique auprès des gens. Et donc pour comprendre ça, je vous renvoie sur ce très bel article très simple qui a été très bien vulgarisé. Pourquoi mettre en avant les bénéfices santé ne suffit pas à promouvoir une activité physique régulière. Et donc en résumé de cet article, si vous le voulez, c'est que les références à ces seuls bénéfices sont insuffisantes pour maintenir le maintien des modes de vie physiquement actifs. Ce qui va être un peu plus important, ça va être de créer des possibilités de vivre des affects positifs au travers des mises en mouvement. C'est-à-dire qu'on vive des situations positives lorsqu'on se met en mouvement, soit en collectif ou soit en individuel. Et qu'est-ce qui détermine nos choix, en fait, dans nos façons de bouger? Eh bien, on se focalise beaucoup sur la réflexion. Si on sait les bénéfices, après, on va pouvoir appliquer. Et en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est surtout l'offre qui détermine nos façons de bouger. Et quand je dis l'offre, c'est vraiment la disposition de nos environnements de vie. S'il y a des pistes cyclables, eh bien oui, on le sait, on va pouvoir bouger plus. Donc ça va être de s'occuper de tous les facteurs qui influencent l'activité physique, et la collectivité a entre ses mains un certain nombre de ces facteurs, qu'ils soient culturels, qu'ils soient la cohésion sociale, les transports, l'utilisation des sols, l'urbanisme, les espaces verts,
parfois des actions sur le revenu, etc., etc. Vous voyez que la collectivité, notamment dans cet arc-en-ciel, la partie verte et la partie jaune, a de nombreux leviers d'action pour que l'activité physique soit plus favorable sur le territoire. Mais vraiment, c'est les environnements de vie qui conditionnent les choix en termes de manger et de bouger. C'est ce que rappelle le Programme national nutrition santé. Comment maintenant une ville peut contribuer à inverser ces tendances actuelles? Eh bien là, je vous renvoie vers un document de 2009, mais qui est toujours d'actualité, 2009 ou 2013 je crois, que vous pourrez retrouver, et qui rappelle que les méthodes axées uniquement sur le comportement individuel n'ont qu'un succès limité. C'est exactement ce que je vous disais juste avant, et les intervenants après vont pouvoir vous présenter plusieurs solutions qu'ils ont pu mettre en place sur leur territoire. Donc il va falloir modifier les cadres de vie physiques et sociaux, c'est par exemple se rendre compte que oui, lorsqu'on installe une piste cyclable, eh bien la rue attire au moins 2 fois plus de cyclistes, donc c'est bien l'aménagement qui entraîne la pratique, et voilà, c'est pas l'inverse, c'est pas en pratiquant et on va attendre qu'il y ait un certain nombre de cyclistes pour ensuite accompagner les mesures structurelles, c'est pas comme ça que ça fonctionne en termes de comportement. Ces aménagements-là, on propose parfois qu'ils vont avoir des impacts économiques négatifs, notamment en termes d'emploi. Les projets vélos, c'est beaucoup plus d'emplois produits que les projets routiers. Donc voilà aussi des idées reçues qu'on peut lever assez facilement auprès des élus. Et rappeler aussi qu'il y a un cadre légal. Donc dès qu'on touche à une chaussée, j'aime beaucoup cet article-là de la loi, dès qu'on touche à une chaussée, donc une voirie, pour la rénover ou pour la créer, on a obligation dans la loi de créer une voie, un itinéraire cyclable. Et ça, voilà, il y a de plus en plus de collectifs de citoyens qui ont connaissance de ces lois et qui amènent des procédures malheureusement judiciaires auprès des collectivités qui ne mettent pas en application cet article de loi. Il y a un exemple à Marseille. Je terminerai sur une notion qui me tient à cœur, c'est qu'on parle derrière mobilité, on met différents mots. On va parler parfois de mobilité douce, mobilité active, mobilité durable ou d'écomobilité, entre autres. Mobilité douce, c'est avant tout une notion de bruit, qui va être voilà, un bruit plus faible qu'un moteur thermique. Mobilité active, là on le voit assez bien, ça va être une contraction musculaire, en tout cas une mise en mouvement du corps par cette mobilité, donc effectivement la marche et le vélo. Ce qui va concerner le durable et l'écomobilité, c'est quand on va se baser uniquement sur la réduction de gaz à effet de serre par rapport à avant. Donc on va pouvoir intégrer là-dedans l'électrique, en France par exemple. Et puis lorsqu'on intègre finalement les mobilités actives, ça va avoir, oui, l'impact musculaire, mais il se trouve qu'en plus, on l'a vu tout à l'heure, ça a des impacts sur l'environnement parce qu'on va utiliser moins de gaz à effet de serre, et puis ça va être aussi moins bruyant. Donc finalement, les mobilités actives, c'est elles qui concentrent tous les enjeux sur lesquels on s'intéresse dans les politiques publiques aujourd'hui. Donc finalement, voilà, derrière le doux, le vélo, et à la fois le vélo et le SUV électrique, on peut les considérer comme doux. On peut même, par des raccourcis publicitaires, considérer que le véhicule électrique est zéro émission, et puis ils sont peu bruyants finalement. Donc ce serait assez embêtant de les mettre dans la même catégorie, parce que c'est pourtant pas les mêmes enjeux en termes d'impact carbone par kilomètre, comme le rappelle cette diapositive-là. Entre une voiture électrique ou un vélo, qu'il soit électrique ou non, l'impact carbone n'est absolument pas le même si on ajoute la production et même si on ajoute l'utilisation derrière. Je terminerai sur ce côté, le débat, c'est pas de se dire on est pour ou contre la voiture, qui peut cliver dans les collectivités, c'est pas du tout cet élément-là qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment le bon usage. C'est-à-dire que oui, les voitures font partie de notre cas de figure, mais si on prend l'exemple du moustique, qui malheureusement anime notre actualité, nos actualités respectives sur les territoires en ce moment, la question c'est de se dire qu'est-ce qui doit me tomber sur la main si je dois tuer ce moustique? Est-ce qu'il doit me tomber sous la main une tapette ou est-ce qu'il doit me tomber sous la main un lance-flamme? Dans les deux cas de figure, le moustique, on va réussir à le tuer. Mais quel est le bon outil pour arriver à cette efficacité et à ce résultat? C'est exactement la même question pour faire 2, 3, 5 km. Quel outil doit me tomber sous la main en tant que citoyen et doit être le plus évident? Est-ce que c'est le vélo ou est-ce que c'est la voiture de 1000-1500 kg? La réponse est assez évidente aujourd'hui, et donc c'est rendre ce choix le plus évident pour les gens. Pas en tant que conscience, mais vraiment sur le terrain, ça doit être la solution la plus évidente qui doit me tomber sous la main sur mon territoire. C'est ce que rappellent aussi des belles infographies produites par le ministère, le gouvernement dans son ensemble, en rappelant les nombreux aspects positifs du vélo, économique, écologique, la rapidité, et la santé aussi fait partie des éléments. Donc voilà des infographies ministérielles aujourd'hui. Un chiffre clé avant de donner la parole au territoire, c'est de se dire que oui, il y a un élan auprès du vélo et que cet élan-là,
n'est pas réservé qu'aux villes, qu'aux métropoles. Cet élan-là a été constaté sur voilà, les endroits de fréquentation des parcours vélo. Il y a un même élan sur les villes et aussi en périurbain et aussi en rural et pas que le week-end. Donc vraiment, il y a aujourd'hui une dynamique collective à accompagner, à soutenir et à renforcer par des infrastructures cohérentes pour que ces choix-là des mobilités actives soient de plus en plus évidents. Je suis à votre disposition pour les échanges, soit maintenant, soit plus tard, si vous le souhaitez. Merci Pierre. Vous pouvez poser vos questions dans la discussion, évidemment, et Nicolas Notin vient de nous partager un lien où vous allez retrouver dans la discussion sur les recours juridiques en cas de non-respect de la réglementation nationale. Nous avons quelques minutes, donc n'hésitez pas à réagir, posez vos questions. C'est le moment. Ah oui, alors attends, vous n'avez pas vu le lien puisque il n'a pas été partagé avec tout le monde. Je le mets. Voilà, c'est bon Nicolas. Tac. Ok. Pas de questions. Merci Pierre, ça devait être... Sur ce cas de figure juridique, il est écrit, je l'ai enlevé dans ma diapositive, mais juste pour vous préciser, si ce parcours cyclable doit être mis avec une voie de bus, grosso modo, il faut que cet aménagement permette le dépassement du vélo en respect de la réglementation. Donc c'est le dépassement d'un vélo sur le code de la sécurité routière, ou je sais pas comment on dit, je crois que c'est 1,50 m de libre entre le vélo et le véhicule motorisé. Donc vous voyez la voie de bus, quelle taille elle doit avoir, et malheureusement quelle taille elles ont dans la plupart des cas, où il y a une cohabitation qui est mise en marquage du sol entre le vélo et le bus. Il y a rarement 1,50 m pour le bus pour dépasser. Nous avons une question d'Émilie. Comment motiver les personnes âgées à prendre leur voiture pour venir à un cours de gym? Peur de tomber, peur de la circulation, entre guillemets, hiver froid aussi. Oui, après, effectivement, l'activité physique, il va y avoir des moments où ça va être moins possible. C'est évident qu'on va pas le commencer. Il faut se concentrer sur les jours où il fait beau, au départ, effectivement. Je pense qu'il y a personne qui se met à faire Enfin, il y a rarement des cas de figure où on se met à aller au travail en vélo on va commencer par la journée où il pleut dans la semaine. Bah non, on commence d'abord sur une période plus favorable. Donc c'est évident qu'il faut d'abord donner goût. On parlait d'affect positif, bah, il faut qu'effectivement cette expérience soit positive. C'est la peur de tomber, bah, c'est effectivement si le faire seul c'est pas possible, il faut rendre ça d'une manière accompagnée, donc soit avec une autre personne qui fait le même trajet, qui passe par les mêmes rues, qui habite pas loin, bah, venir à deux, ça peut rassurer. Et après, si la ville et s'il y a des carrefours qui sont peu aménagés pour les piétons, bah, là ça va être difficile d'accompagner ce changement-là. C'est en ça que c'est d'abord l'aménagement urbain qui rend les choses possibles. Donc si vraiment il y a 3-4 carrefours et que le feu est trop court, la personne n'a pas le temps de traverser la rue parce que le feu passe au rouge, c'est se rendre compte avec elle que oui, en ce moment, c'est pas possible et c'est pas si grave. Mais en tout cas, sur les déplacements, ça peut être intégré la marche dans votre séance de gym. C'est parfaitement possible. On parle souvent d'échauffement. Vous pouvez faire 15 minutes dehors de marche pour se rendre compte avec elle de vraiment est-ce qu'elle a un risque de chute, est-ce que vraiment elle marche lentement, pour lui redonner confiance aussi en ses capacités. Ça peut être intégré dans votre séance de gym, vous ne perdrez pas de temps loin de là. Juste pour compléter, il y a surtout aussi avec les personnes âgées un côté sécurité. Et l'ADMA a fait, il me semble, Nicolas pourra compléter une fiche thématique sur la sécurité routière, sur la sécurité perçue dans nos déplacements. Et ça peut aussi montrer que la sécurité, on a tous un avis sur cette sécurité. Et que évidemment, en matière de politique publique, elle doit forcément être questionnée par l'ensemble des personnes qui ont l'utilité de nos routes. C'est une question sur le sport santé, sport adapté. Alors là, on est dans des terminologies sportives. Donc sport santé, je vous l'ai dit, il y a
voilà, c'est quelque chose qui est défini, mais qui a un peu un mot valise. Moi, j'appelle ça un mot valise. Donc plutôt une politique. Alors sport adapté, lui, par contre, il a vraiment une connotation antérieure au sport santé, c'est-à-dire que ça va concerner les pratiques sportives qui sont codifiées et encadrées pour des personnes en situation de handicap mental ou en déficience sensorielle. Donc vraiment, quand vous voyez sport adapté, donc il y a le handisport pour tout ce qui va être handicap plutôt physique et limitation. Mais là, je vois qu'il y a Mélodie Rodolphe de Connecté, n'hésitez pas à me compléter du CREPS. Mais voilà, le sport adapté, ça va concerner par exemple d'enfants qui vont être dans des institutions exprès pour eux. Donc ça va concerner vraiment le champ du handicap mental et sensoriel, et surtout mental. Donc voilà, ça va être de trouver des outils et des animations pour ces publics-là. C'est très compliqué, enfin c'est très compliqué. Quand on est extérieur à ce champ-là, c'est vrai que toutes ces terminologies amènent beaucoup de confusion. Et mais sport adapté, pour le coup, vous avez en face des diplômes et vous avez un champ qui est un peu plus structuré, on va dire, que l'activité physique adaptée ou que le sport santé comme on l'entend. Je propose de passer la parole à l'intervenante suivante et puis moi je reste disponible tout le webinaire, donc je compléterai les réponses si vous souhaitez. Anne Guillorel, je te laisse la main sur le diapo. Normalement, tu peux cliquer sur l'écran et les slides vont défiler. Tac. Je clique sur l'écran, c'est ça? Il Oui. y a une petite flèche en bas. En bas à gauche, il y a des petites flèches qui permettent de... Tu vois. En bas à gauche, attends, je fais en même. En passant la souris sur la diapo, il y a une... Voilà. Ouais. C'est bon, c'est Super. parfait. Alors moi, je ne le vois pas en plein écran, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas grave pour moi. Mais vous voyez bien? Ouais, en plein écran, ouais. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne Guillorel, je suis éducatrice sportive et coordinatrice de la Maison Sport Santé à la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Et donc, je vais vous présenter le développement du sport santé sur notre territoire intercommunal. Je vais commencer par vous présenter notre territoire. Donc, c'est un territoire qui est composé de 9 communes, environ 36 000 habitants, qui est situé entre les axes de Saint-Nazaire, Vannes, Redon et Nantes. Et puis, nous avons en régie 2 piscines et une bonne centaine d'associations sportives sur l'ensemble du territoire intercommunal. Hop, la suite. Donc, l'origine du projet Sport Santé au sein de la communauté de communes, il a été impulsé par le directeur des piscines et puis initié sous l'ancien mandat. Ce projet a été validé en conseil communautaire en décembre 2019 et il a fait l'objet de l'obtention d'une subvention leader à hauteur de 110 000 €. Donc, c'est un fonds européen qui a permis de recruter une chargée de mission sport santé sur 2 ans. Donc, en l'occurrence, c'est moi et je suis arrivée en mars 2021. Donc, les étapes du projet Sport Santé, d'une part, on a réalisé un état des lieux sur le territoire, un état des lieux de l'offre sportive, des échanges également avec les élus, le recensement des associations, de leurs activités, etc., des installations sportives également. Ensuite, il a été défini un plan d'action validé par les élus. Et puis, on a mis en place un programme expérimental. Alors, je mets entre guillemets, parce qu'on n'a pas fait d'expérimentation sur les personnes. Et puis, nous avons également candidaté et été labellisés Maison Sport Santé. Je vais revenir sur l'état des lieux. Donc, l'état des lieux a permis de définir les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de notre territoire. Donc, en premier lieu, la volonté effectivement des élus de s'engager dans le projet avec un poste de chargé de mission sport santé
et également la mise en place concomitante du contrat local de santé, à peu près en même temps que moi je suis arrivée sur la communauté de communes. Donc on a également un très bon taux d'équipements sportifs et puis une belle situation entre Canal-la-Brière qui offre de nombreux sites de pleine nature. Les faiblesses, c'était essentiellement le manque de diversité des équipements et des pratiques dans certaines communes, des contraintes de transport parce qu'on est sur un territoire rural, donc lié à l'éloignement des sites de pratique, hein, notamment pour les jeunes. Également, la difficulté des clubs à trouver des créneaux disponibles dans les salles. Et puis, les opportunités, on a une population quand même assez jeune, hein, de nombreuses associations sportives et un tissu associatif globalement très, très dense. Également, des associations sportives qui étaient motivées par le développement du sport santé et puis un potentiel de développement des activités physiques, de pleine nature et du tourisme à vélo. Les menaces, c'est effectivement le coût des activités sportives qui nécessitent un encadrement qualifié, un déficit de médecins avec une patientèle importante et peut-être moins de disponibilité pour faire de la prévention. Le manque de formation des encadrants et des associations sportives, notamment pour encadrer les jeunes et les activités physiques adaptées. Et puis, là, on était post-Covid, donc on avait pensé à une possible démobilisation de la population, mais ça n'a pas été le cas. Donc, le plan d'action, on l'a organisé autour de l'usager selon 4 axes. Le premier axe, c'est d'informer et de sensibiliser sur les enjeux de bouger au quotidien pour la santé, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est de faciliter les pratiques libres et les mobilités actives. Le troisième, de proposer une offre d'activités physiques adaptée et diversifiée sur le territoire. Et le quatrième axe, c'est d'orienter et d'accompagner les personnes qui en ont besoin. Donc, chaque axe a fait l'objet d'actions assez... en tout, il y a 16 actions sur l'ensemble du plan d'action. Donc, quand on parle de sensibiliser, c'est aussi bien les éducateurs sportifs, les associations, la population, les professionnels de santé, de s'inscrire également dans des événements du territoire tels que des forums bien vieillir, on a fait également un salon bien-être, etc., pour faire connaître le sport santé. Le deuxième axe, de faciliter les pratiques libres et les mobilités actives, eh bien, il y a eu un axe de sensibilisation des élus pour aménager les espaces. Par exemple, il était ressorti que les tout petits marcheurs avaient besoin de bancs sur les parcours pour pouvoir faire des pauses. Et bien souvent, quand on fait un parcours, on oublie les tout petits marcheurs. Également, le développement du savoir rouler à vélo. Voilà. Pour l'offre d'activités diversifiées, on a créé un répertoire des activités physiques sur le territoire. Et puis, on a mis en place cette activité expérimentale dont je vais vous parler après. Et l'accompagnement des personnes, eh bien, nous avons répondu à l'appel à projet Maison Sport Santé qui a justement vocation à accompagner les personnes vers une reprise d'activité physique adaptée. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, donc notre programme expérimental, on a lancé ce programme en novembre 2021. C'est un programme tremplin sur 8 séances. Donc, c'était à chaque fois des cycles de 8 séances avec 8 personnes. Tout était en 8. Nous avons mis en place 2 types d'activités, de l'aquaforme en piscine et de la marche. Donc, le programme, les cibles, c'était essentiellement des personnes éloignées de la pratique sportive, sédentaires. Et on s'est rendu compte très vite que c'était surtout les personnes avec des pathologies qui venaient vers nous. Donc, le programme, donc c'était 8 semaines d'activité. Et au début, on faisait également un bilan avec un bilan initial avec des tests de conditions physiques et des questionnaires. Et puis, on refaisait ce bilan à la fin du cycle pour voir l'évolution des personnes. Et l'objectif, ensuite, c'est d'orienter les personnes vers une activité plus pérenne. Il s'agit en fait d'un programme tremplin.
La communication s'est faite essentiellement par les outils de la communauté de communes, donc le magazine intercommunal, le site internet, mais également par voie de presse et les flyers que nous avons distribués auprès des professionnels de santé notamment, et puis des différentes associations. Et donc, à l'issue de ce programme, on a répondu également à l'appel à projet Maison Sport Santé. Donc, la Maison Sport Santé, nous avons été labellisés en janvier 2022. Les maisons Sport Santé, elles s'adressent à tous et plus particulièrement aux personnes qui souffrent d'une maladie chronique, qui présentent des facteurs de risque ou qui sont en perte d'autonomie du fait d'un handicap ou de la vieillesse. Et les maisons Sport Santé ont deux grandes missions qui sont d'accueillir, d'informer et d'orienter le public. Et la deuxième mission, de mettre en réseau et de former les professionnels de santé, du sport et du social. Donc, je vais vous présenter le parcours qu'on a mis en place au sein de notre maison Sport Santé. Donc le médecin prescrit de l'activité physique, puisque au début, sur notre activité expérimentale, on demandait pas systématiquement une prescription d'activité physique adaptée, mais depuis la labellisation Maison Sport Santé, notre programme est accessible sur prescription, de façon à vraiment aider les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, la prescription d'activité physique adaptée peut être faite pour les personnes qui ont une maladie chronique, mais également les personnes qui présentent des facteurs de risque, comme du surpoids, de l'obésité, de la dépression, etc. Donc, en fait, les personnes peuvent me contacter. Ensuite, j'évalue leurs conditions physiques avec un entretien individuel. Et ensuite, les personnes entrent sur le programme de 8 semaines, mais également, elles peuvent être, en fonction de leur profil, orientées directement vers les associations sportives. On a vraiment, au niveau de notre maison Sport Santé, le souhait de développer les structures partenaires du territoire et non pas d'augmenter le nombre d'activités en régie. Hop, pour la suite. Donc, depuis le début de notre programme Tremplin, on a plus de 109 personnes ont suivi le programme. Alors, la moyenne d'âge, c'est moins de 60 ans, 58,5 ans, avec le plus jeune 31 ans et le plus âgé 82 ans. Donc, on a quand même une bonne partie de personnes autour de 40 ans qui suivent notre programme. Majoritairement des femmes, plus de 80%, et 88% des personnes habitent une commune du territoire. On accueille également sur prescription les personnes qui habitent dans des communes voisines. La majorité des personnes sont en affection de longue durée et essentiellement orientées par les professionnels de santé. Et les personnes peuvent suivre plusieurs cycles en fonction de leurs besoins et de leur capacité à aller vers une activité physique du territoire. Donc, majoritairement, ils suivent un cycle, mais il y a près de 30% des personnes qui ont suivi 2 cycles et 4% 3 cycles. La suite. Alors, la Maison Sport Santé propose aussi des ateliers et également est présente sur des événements du territoire. Par exemple, des animations activités physiques et convivialité. On réunit toutes les personnes qui ont pu bénéficier de l'accompagnement en partenariat avec des éducatrices sportives du territoire pour leur faire découvrir de nouvelles activités et continuer à créer du lien entre eux. Également, on accompagne aux pratiques libres et aux mobilités actives avec des mini-stages piscine-marche. Donc là, en fait, ce sont 2 séances de piscine, dont la première est encadrée et la deuxième supervisée, pour que les personnes apprennent à être autonomes en venant sur des horaires d'ouverture au public de la piscine. Nous avons également mis en place un atelier de remise en selle pour se redonner confiance à faire du vélo en partenariat avec le comité départemental de cyclotourisme.
Et puis, nous mettons en place également des ateliers marche et créativité, marche et bien-être. Donc là, c'est davantage des ateliers de bien-être pour retrouver confiance en soi. Et puis également la découverte d'associations sportives en partenariat, donc avec les randonneurs du Brivet, de la marche bungee pump avec une éducatrice sportive. Voilà, tous ces événements en fait qui permettent de créer, favoriser les échanges, créer du lien et puis rencontrer les acteurs locaux pour créer cette dynamique sport-santé sur le territoire. Alors les perspectives d'évolution, eh bien, c'est vraisemblablement une augmentation encore des prescriptions d'activité physique adaptée. On a constaté de plus en plus de médecins qui orientent spontanément leurs patients vers la maison sport santé. Et donc les besoins, forcément, ce sera d'avoir davantage de professionnels qualifiés sur notre territoire et puis également une offre d'activité physique adaptée, de sport santé diversifiée et répartie sur l'ensemble du territoire intercommunal. Donc au niveau de la maison sport santé, je vous disais qu'on va continuer notre programme tremplin, on va développer aussi la partie aquatique, mais on n'a pas vocation à embaucher des éducateurs sportifs pour créer davantage d'activités, mais plutôt faire les bilans et orienter vers les structures partenaires. Donc, on a vraiment besoin d'accompagner les associations sportives en recensant les projets et puis l'offre, et puis également les aider à se former. On a la formation du CREPS que quelques éducateurs sportifs du territoire ont déjà suivi avec le module préliminaire sport santé, également le module activité physique et maladies chroniques, qui permet à des éducateurs sportifs d'avoir des compétences pour encadrer des publics spécifiques. Et puis la mise en place de partenariats entre la maison sport santé et les associations sportives pour pouvoir orienter les personnes vers ces associations partenaires. Et globalement, le sport santé au niveau d'un territoire, c'est une synergie entre plusieurs secteurs. Donc d'une part, l'accompagnement des personnes à reprendre une activité physique adaptée, comme la maison sport santé, le développement des séances spécifiques en piscine, puisqu'on a on a les piscines en régie, et puis accompagner les personnes aussi à venir sur des temps d'ouverture au public vers des pratiques libres, sur des moments dédiés. Et également, on a le contrat local de santé qui vise à réduire les inégalités de santé sur un territoire qui est en phase de finalisation sur notre comité de communes. Et puis les mobilités actives qui commencent à se mettre en place avec une phase d'élaboration pour définir un schéma cyclable à l'échelle de l'intercommunalité. Voilà globalement une présentation du projet Sport Santé de la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Merci de votre attention. Merci Anne. On a quelques minutes pour les questions avant de passer la parole à Anne. Une question sur le fonds Leader, est-il toujours mobilisable sur cette thématique? Est-ce que Anne, tu sais si... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait les interroger au niveau de la région. Alors j'ai regardé sur le site de la région, il est toujours d'actualité. Il y a une date 2023-2027. Et après, faut aller creuser sur le site internet pour savoir s'il y a encore des choses à faire. Charles a aussi partagé dans la discussion le lien vers les formations du CREPS que Anne vient de vous évoquer à l'instant, et qui me permet de compléter aussi par un point important, c'est que pour les collectivités, donc il y a certains agents qui sont éligibles aux formations, je pense du CNFPT au niveau national, et il y a eu un appel à projet, enfin un appel à candidature pour faire des formations sport santé, et c'est le CREPS des Pays de la Loire qui a été retenu pour cette formation nationale. Donc même chose, on a un acteur du territoire qui pourra proposer des formations auprès des agents des collectivités sur cette thématique des politiques sport santé.
Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, j'ai une question, Anne. Est-ce que depuis que la collectivité, les élus et agents se sont lancés dans une réflexion autour du sport santé avec la finalisation enfin, la labellisation Maison Sport Santé, est-ce que ça a changé les discussions, les échanges avec les associations sportives? Est-ce qu'il y a eu plus de liens? Oui, on a fait récemment une réunion. Alors c'est long, hein, c'est long à mobiliser les associations sportives. Il y a plusieurs freins. Il y a d'une part le coût d'une pratique, enfin de l'encadrant, hein, clairement. Euh, les besoins de formation également qui se sont ressortis. Pour certaines activités, le manque de disponibilité des salles. Donc voilà, ça fait quelques freins à lever. Et justement, on est là pour accompagner les associations sportives. On a le club de basket qui a lancé l'année dernière un basket santé. On a le comité départemental, le PGV, qui a mis en place plusieurs créneaux, notamment de la marche adaptée, de la gym adaptée. Voilà, ça vient, mais c'est long. Mais c'est long. Oui. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions à la discussion. Peut-être une toute petite question, Anne. Une personne tout à l'heure évoquait dans le chat le fait de, voilà, de comment favoriser la marche sur les gens qui viennent en séance de gym. Est-ce que je sais que le projet au début était bien scindé entre activités terrestres et aquatiques, et comme tu l'as décrit maintenant, tu proposes des formats un peu plus combinés qui intègrent à la fois de la marche et des séances dans l'eau. Quel recul tu as là-dessus? Comment ça se passe auprès des gens pour que finalement leur présenter ces doubles aspects et voilà, cette pluralité des disciplines que tu vas leur proposer? Alors c'est vrai que nous, on a choisi ces deux activités parce que d'une part, on a les piscines et donc on avait possibilité de dégager des créneaux pour proposer de l'activité adaptée en piscine. Mais on a voulu également développer la marche parce que c'est universel et on avait envie d'accompagner ces personnes-là. Souvent, les gens n'osent pas marcher seuls, peur de tomber, de faire des mauvaises rencontres, etc. Et là, en partenariat avec des associations sportives, on a réussi à créer des groupes de petits marcheurs pour pouvoir accompagner justement ces personnes vers une marche autonome. Voilà, c'est une partie qu'on veut continuer de développer dans chacune des communes. Ok, merci. Si on veut avoir Anne Bourri jusqu'à la fin, Oui, vu pardon. qu'elle doit partir à 12h15, je l'invite à prendre la parole pour la deuxième intervention sur les collectivités. Et tu dois avoir la possibilité de changer de Non, diapo. normalement, c'est bon pour moi. Bonjour à tous, donc je me présente Anne Bourri, je suis moi chargée mobilité au sein de la communauté de communes du Pays des Achards. Ça fait un petit peu moins d'un an que j'occupe ce poste. On est un territoire donc de 9 communes, plutôt rural, puisque nous avons 18 700 habitants à peu près donc en 2019 et un petit peu plus, un petit peu moins de 20 000 en 2023. Donc on est un territoire malgré tout en progression démographique, donc territoire rural, comme je vous le disais tout à l'heure. On est situé donc en Vendée, vraiment entre La Roche-sur-Yon, agglomération, pour ceux qui connaissent, c'est les Sables d'Olonne, agglomération, donc vraiment entre les terres et la mer, avec cette particularité en termes de mobilité qui est que notre territoire est coupé en deux par une deux fois deux voies, donc la RD 160, mais qui relie justement le territoire des Sables au territoire de La Roche-sur-Yon. Nous avons mis en place donc un schéma directeur sur ce territoire-là, schéma directeur des modes actifs. Néanmoins, ce schéma directeur est quand même plutôt orienté, il faut le dire, et c'est peut-être la limite aujourd'hui de celui-ci, vraiment sur le vélo et a un petit peu oublié la partie marche à pied.
Donc, sur ce schéma directeur, les enjeux qui avaient été identifiés, pourquoi on a mis en place ce schéma directeur, c'était déjà dans l'objectif de limiter l'usage de la voiture individuelle, parce que quand on a réalisé le diagnostic, on s'est rendu compte que même les personnes qui habitaient et travaillaient sur la même commune utilisaient souvent leur voiture de façon individuelle. Et donc rendre un petit peu de place, on va dire, au cadre de vie et à la qualité des espaces publics. C'est-à-dire que si on réduit un petit peu la place de la voiture en supprimant du stationnement, par exemple, ou en réduisant les voies de circulation, dans ces cas-là, c'est un espace qu'on peut gagner sur des espaces végétalisés, sur une voie cyclable ou sur un trottoir. C'était aussi, du coup, diminuer la part du budget des ménages consacrés au déplacement, puisqu'on s'est rendu compte que forcément, et encore plus aujourd'hui, au vu des coûts d'essence, la part du budget pour les ménages consacrés au déplacement était importante. Donc, on avait vraiment cette envie de limiter cela, et évidemment diminuer l'impact sur l'environnement et améliorer la santé publique. Donc, les objectifs de ce schéma directeur, c'était vraiment d'avoir un réseau maillé sur le territoire de liaisons cyclables qui permettent vraiment d'aller d'une commune à une autre, sachant que ce schéma directeur devait permettre aussi de hiérarchiser les itinéraires, d'avoir un calendrier et des coûts associés pour vraiment avoir une planification pluriannuelle des aménagements et des liaisons qui sont à réaliser. Heu, donc, l'objectif aussi, c'était de travailler ce schéma directeur de façon co-construite, donc évidemment avec nos élus, mais aussi on l'a dit, parce que c'est important quand on parle de mobilité, avec les associations, avec les riverains. Donc c'est vraiment un document qu'on a travaillé avec eux, depuis l'élaboration du diagnostic jusqu'à la phase d'établissement des itinéraires. Je vais passer assez vite sur cette diapositive-là. Ce schéma directeur, c'est une démarche qu'on a à peu près lancée donc en septembre 2019. Donc inutile de vous dire que c'était bien avant mon arrivée au sein de la collectivité. Donc on a eu toute une phase diagnostique qui a duré plusieurs mois. Puis c'est suivi donc une phase de proposition et d'établissement d'itinéraires dont je vous parlais tout à l'heure, avec des ateliers participatifs, donc comme je vous le disais, qui étaient vraiment faits avec les acteurs locaux, aussi bien politiques, associatifs, et puis les riverains. Et puis ça s'est terminé donc par la phase de finalisation avec une priorisation qui a été faite en lien du coup avec les personnes qui étaient présentes sur les ateliers 1 et 2, et les élus sur les itinéraires à privilégier. Et donc notre schéma directeur a finalement été validé en fin d'année 2020. Ah, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Ah, voilà. Donc, le schéma directeur, donc, pour faire simple, j'ai mis une carte. Vous m'entendez? Ah, c'est bon, Excusez-moi. c'est Oui, bon. excusez-moi, ça a coupé. Du coup, une carte synthétique avec l'ensemble des itinéraires qui ont été identifiés. Donc vous voyez en vert, donc qui est plutôt un itinéraire, qui est plutôt axé loisirs. Donc un itinéraire, principalement, de voies vertes, donc itinéraire partagé, marche et vélo, qui permet de relier, donc La Roche-sur-Yon au Sable d'Olonne et puis à Bretignolles, qui nous sert, on va
va dire, de colonne vertébrale, de première colonne vertébrale en tout cas, à tout notre schéma directeur. Et puis ensuite, donc, nous avons les itinéraires principaux qui permettent vraiment de relier chaque commune à leur voisine en fonction des flux et de la fréquentation sur les axes principaux. Anne, est-ce que... Non, je crois qu'on l'a reperdu. Alors, on s'excuse pour ce contretemps. Peut-être en profiter pour répondre à une question dans le chat concernant le cadre. Donc Anne Guillerel, cette fois, dans quel cadre existait, enfin, avant que ce soit une maison sport santé, quel était le type de structure ou, à ma connaissance, il y a, en fait, c'était concomitant, c'est-à-dire que cette maison sport santé a entraîné la création d'une structure, il n'y avait pas de précédent, quoi, sur le territoire. Non, alors en fait, je viens de répondre. En fait, le projet sport santé, il a été initié par le directeur des piscines et donc il a été porté par le service piscine. Mm. Et les activités ont été mises en place vraiment par ce service, qui est le service de la population. Et donc, ensuite, c'est la collectivité qui a été labellisée Maison Sport Santé. On n'a pas une structure à part, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que pour faire le parallèle avec d'autres territoires où des collectivités sont appuyées sur des Une associations. association? Oui, Voilà. non. Mm. Non, non, nous, c'est la collectivité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est possible, en tout cas en termes de portage, et pour cela, Oui. là, c'est pas des freins. Ce qui va limiter, ce qu'il faut réfléchir en amont, c'est les subventions. Est-ce que ça peut aider ou pas d'être par une association sportive ou d'être plutôt ici collectivité, notamment pour le FEDER, je pense que là ça a été intéressant, mais ça a pu Mm. freiner d'autres types d'accompagnement financier. Donc voilà, ça c'est des réflexions à avoir. Anne est revenue. Excusez-moi. Mais du coup, ça m'a coupé. Du coup, comme je vous disais, on est donc sur une hiérarchie à 3 niveaux, hein, sur ce schéma directeur-là, avec les itinéraires vraiment principaux entre les communes, sur lesquels il y a le plus de trafic et donc un report modal qui est le plus pertinent. Aujourd'hui, le schéma directeur, on a mis en place de nombreuses animations. Donc là, je vous ai parlé plutôt de la partie aménagement. La partie aménagement se poursuit avec notamment une liaison cyclable et piétonne qui est en train de débuter, qui va débuter fin de cette année et qui permettra de relier en fait les deux bourgs de la commune des Achards, qui est une commune nouvelle et qui est une commune nouvelle qui est coupée justement par la dite deux fois deux voies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est un gros projet avec vraiment voilà, la création d'un ouvrage d'art qui sera vraiment spécifique aux piétons et aux cyclistes. Cet ouvrage d'art qui se trouve aussi en zone d'activité à proximité de la gare avec des entreprises assez conséquentes, des possibilités de report modal, en tout cas sur lesquelles on mise, qui sont assez importantes. Et donc, on a mis en place, on poursuit donc ce qu'on appelle, nous, le bonus vélo. Donc, c'est une enveloppe annuelle de 30 000 € pour accompagner à l'acquisition d'un vélo, qu'il soit mécanique ou électrique. Et puis, on participe aussi à l'électrification de son vélo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un vélo mécanique, qui sont attachées à ce vélo-là et qui s'y sentent bien et on ne voit pas pourquoi ils devraient acheter un nouveau vélo. Donc il y a aujourd'hui des entreprises qui peuvent installer des kits d'électrification sur ces vélos-là. Donc ça rentre aussi dans la possibilité de bonus sur notre territoire. Je vous en parlais aussi, on a mis en place et c'est prévu dans le schéma directeur différents types d'animations
Donc, notamment auprès des scolaires, on a contractualisé dans le cadre d'un programme MOBI, où on a fait un appel à candidature auprès de plusieurs établissements scolaires. Un seul, malheureusement, nous a répondu. Et donc, où là, on fait effectivement, on porte tout un programme sur, où il y a eu une phase de diagnostic, donc c'est un programme de 2 ans. Il y a eu une phase de diagnostic. Puis une phase opérationnelle, donc avec la mise en place de pédibus, la mise en place de campagnes de communication à proximité de l'école pour éviter le stationnement sur les trottoirs. Voilà, c'est mettre en place du stationnement vélo aussi à proximité de l'école. Voilà, donc c'est un programme qui se termine à la fin de l'année et malheureusement, je crois qu'il n'est pas reconduit à l'échelle nationale. C'était un programme C2E et je crois qu'il ne repart pas. On a mis aussi en place donc des animations au sein d'entreprises et puis de tout public, où là, on parle de mobilité au sens large, avec notamment des animations pour permettre aux personnes d'apprendre à réparer, leur vélo, parce qu'il y a aussi cette crainte-là, qui nous a été remontée, qui est de: «Moi, je veux bien partir en vélo, sauf que, je suis incapable de réparer une crevaison». Donc voilà, c'est aussi l'objectif de lever un petit peu les craintes et de montrer que c'est accessible à tous. Et enfin, ce qu'on a intégré aussi dans ce schéma directeur et ce qu'on a voulu mettre en place, c'est vraiment un suivi pour voir l'évolution, de la fréquentation de nos aménagements, et de la marche et du vélo sur notre territoire. Donc on a mis en place, donc on a un compteur fixe, qui se situe sur un itinéraire, dont l'itinéraire, dont je vous parlais, tout à l'heure, l'itinéraire Vendée Vélo, qui nous permet de voir qu'il y a un réel, enfin une augmentation de la fréquentation, hein, depuis la mise en place de de, de l'aménagement et donc du compteur. Donc ce qui est plutôt, positif, et on voit aussi, donc sur les comptages, donc qui ont été réalisés, en bas à gauche sur, un compteur mobile, qu'on a vraiment des usages qui sont, très diversifiés, avec des enfants. Et puis, aussi, beaucoup de vélos, qui passent, sur cet itinéraire-là. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai été un peu vite et je suis désolée d'avoir été coupée. Non, non, mais c'était très clair malgré les coupures. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on soulignait, c'est l'occasion de souligner l'importance d'un schéma directeur, je pense, pour vous réunir et puis pour structurer les politiques. Je pense que c'est vraiment ressorti. Et puis pour compléter, c'est vrai que sur les achats, il n'y avait pas effectivement la marche jusqu'ici, mais c'est parce qu'à l'époque, même au niveau national, hein, on parlait bien d'un plan vélo. Et Mmh. c'est que depuis dernièrement là qu'on parle maintenant d'un plan vélo et marche. Et donc on associe systématiquement, enfin on essaye d'associer systématiquement les deux thématiques qui sont des politiques, alors qui ont des points communs, mais qui sont quand même assez différentes. C'est pas la même chose d'accompagner la marche et le vélo. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc c'est quelque chose qu'on continue d'accompagner, hein, et enfin, malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas dans le schéma directeur, on l'accompagne quand même. On est un territoire, comme je le disais, plutôt rural. On a, de nombreux sentiers de randonnée qui sont déjà balisés, qu'on essaie de mettre en valeur, au quotidien avec, les collègues, notamment de l'office de tourisme, et sur lesquels, en lien avec les associations, on essaie de faire, des animations, alors à la fois, de randonnée, de randonnée pure, enfin en tout cas de marche pure, mais aussi d'animation, on va dire, plus orientée environnement et découverte, faune flore. Ce qui permet aussi d'amener un autre public moins sensible à la randonnée sur ces itinéraires-là et de découvrir, ces itinéraires-là. Très bien. Il n'y a S'il n'y a pas de pas de questions, questions. peut-être que Nicolas, du coup, pourrait faire son intervention, ce qui laisserait, je pense, quelques minutes après pour revenir sur cette présentation-là aussi, si besoin. Merci Anne. Merci beaucoup. Voilà, À bientôt. merci à vous. Au revoir. Nous donnerons tes coordonnées si jamais Il y a des il y a personnes. pas de souci. Très bien. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Je peux partager mon écran? Oui, bien sûr, je te laisse partager si tu le souhaites. Ou alors, si tu as la présentation, Oui, ouais, vas-y, tu peux partager. super. Hop. Nous le Est-ce que voyons. vous y avez accès? Alors là, on y a accès, mais en format Présentateur. présentateur. Aïe, aïe, aïe. Attendez, hop, je veille au bon partage, là. Normalement, ça doit être bon, là. Parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais conclure ce tour de table et peut-être élargir un peu la focale sur des actions au niveau national autour de la promotion des modes actifs et le lien avec ces sujets de sport santé. Je travaille pour la Fédération des usagers de la bicyclette, donc qui est une fédération nationale, un des acteurs pionniers de la promotion du vélo au quotidien. Donc, on regroupe, on est une fédération d'associations, on regroupe 500 associations qui œuvrent en faveur du vélo à travers le pays. Donc, c'est une fédération qui existe depuis une quarantaine d'années. Et ces associations, elles ont notamment des actions, on va dire, en lien avec les collectivités territoriales sur les questions d'apprentissage du vélo, de réparation. Il y a beaucoup d'ateliers d'autoréparation, donc ils sont membres du réseau, mais aussi des actions de plaidoyer. On évoquait voilà, en toile de fond cette question des aménagements cyclables, des plans et schémas directeurs vélo. Donc, les associations FUB sont vraiment un acteur, on va dire, de proximité et aussi qui apporte une expertise d'usage, hein. Voilà, chaque association peut avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, voire milliers d'adhérents qui sont des cyclistes du quotidien et qui ont, on va dire, cette expertise de la pratique du vélo au quotidien. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour vous donner un peu le cadre du travail de la FUB. Et depuis quelques années, la FUB porte des programmes nationaux. Alors là, on change un peu d'échelle et il y a cette volonté au-delà du travail quotidien qu'on peut faire avec nos associations membres en lien avec les collectivités sur apprentissage, plaidoyer et réparation, avoir des programmes nationaux où là, pour le coup, on a des guichets de financement et on a, on va dire, de la ressource et un appui méthodologique alors sur différents champs. Typiquement auprès des entreprises et des écoles, il y a un certain nombre d'actions qui sont subventionnées donc au niveau national et la FUB, on va dire, est l'organisme un peu porteur de ces programmes. Donc on accompagne notamment, on évoquait tout à l'heure le savoir rouler à vélo. Voilà, on participe notamment au financement des actions et à la formation des intervenants. On a également des actions sur différentes dimensions, voilà, aussi bien sur des choses très, très concrètes et techniques comme financer et faciliter l'installation de stationnement vélo à proximité des équipements recevant du public, dans les copropriétés, le logement social, etc. Voilà, faciliter les livraisons à vélo ou, je vais en parler un peu plus largement, outiller et former les élus, les techniciens et techniciennes en collectivité justement sur c'est quoi, on va dire, une politique vélo, voilà, des schémas efficaces, des aménagements efficaces, etc. Donc ça, c'est au cœur de notre programme de formation de l'Académie des mobilités actives sur lequel je vais revenir. Voilà, et après, on a effectivement d'autres actions au niveau national sur le classement des villes cyclables. Vous en avez peut-être entendu parler, des villes et villages cyclables. Voilà, un baromètre qui est réalisé tous les 2 ans et des actions autour du marquage pour sécuriser les vélos. Donc, je disais, guichet financier à travers ces programmes nationaux sur différents aspects et un accompagnement méthodologique et de la formation. Et je vais vous parler un peu plus, voilà, de manière un peu plus précise d'un de ces grands programmes nationaux portés par la FUB, donc qui vise à former tout un tas d'acteurs, hein, pas simplement les élus et les collectivités, mais on va dire toutes voilà, les forces vives et les acteurs locaux qui sont intéressés par la promotion des modes actifs. Donc c'est un programme qui a été initié en 2020.
qui est prolongé jusqu'à 2026 et qui vise notamment à organiser des formations en présentiel, en distanciel. Donc, on a notre site www.mobilitéactive.fr, ça sera disponible sur une autre slide. Et au-delà de ces actions de formation, on organise également, on produit des études et des ressources pédagogiques. Et j'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple sur le lien entre mobilité active et sport santé. Mais Charles le disait tout à l'heure, il y a aussi, je ne sais plus si c'était Charles ou Pierre, il y a aussi des productions sur les questions de systèmes sûrs, donc les différents leviers de la sécurité routière vus côté, on va dire, côté piéton, vélo et côté usager. Voilà, et tout un tas de productions sur des thématiques variées. On s'est pas mal intéressé au plan de circulation, à la question de la mobilité à pied. Voilà, vraiment le spectre mobilité active au sens large pour produire de la connaissance et pouvoir outiller on va dire les associatifs, les acteurs publics, au-delà, également les bureaux d'études, au-delà de la formation. Donc, je vous mets quelques exemples justement de thématiques qu'on aborde dans le cadre donc vous voyez tout à gauche de la slide, hein. On va parler dans ces formations, pour certaines, d'infrastructures, pour d'autres, de participation citoyenne, de cohabitation entre les modes. On a organisé pas mal d'actions de formation sur la cohabitation entre piétons et cyclistes. Voilà, ces questions de stationnement et également de comment on peut inclure un peu plus largement les différentes typologies de publics. Et ça, c'était quelque chose d'assez central également dans nos études, et je vais y revenir avec l'étude sur le sport santé. Donc voilà, le site www.mobilité-active.fr, donc vous verrez un peu les formations. Il y a à la fois des formations thématiques, des formations à la demande. On peut se déplacer également sur les territoires. Les formations sont entièrement prises en charge par le programme national, ça c'est pas anodin, donc il n'y a pas de reste à charge pour les apprenants. Donc ça c'est quand même une des forces du programme, effectivement, avoir ce coup de pouce de la part du ministère pour pouvoir former voilà, la diversité d'acteurs publics et associatifs et privés voilà, sans qu'il y ait de reste à charge de leur côté. Voilà, 600 personnes formées et sur la période 2003-2026, on va accentuer ce travail de formation. Donc, on a un objectif de former 1000 personnes supplémentaires voilà, dans les territoires. On a organisé 5 actions de formation auprès des élus. Donc, il y a une volonté aussi d'intensifier aussi cette formation des élus. Et on va proposer des parcours de formation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, aujourd'hui, il y avait beaucoup de formations voilà, thématiques, un peu en one-shot. Là, l'idée, c'est de pouvoir, sur des thématiques, les territoires peu denses, l'infrastructure cyclable, pouvoir proposer différentes formations avec une progressivité. Et voilà, et l'idée sur 9 mois, de suivre plusieurs formations et d'acquérir, on va dire, une certaine expertise justement pour développer au mieux ces politiques publiques en faveur du vélo. Donc voilà un peu sur la palette voilà, d'actions et de formations qu'on a pu proposer sur ces 3 premières années et qu'on va accentuer sur les 3 années à venir. Voilà, et avec quand même pas mal de ressources en ligne. On a essayé de faire pas mal de MOOC ou de formations en distanciel pour permettre justement à un maximum de territoires de se rendre disponibles et de prendre en compte un peu les agendas des uns et des autres. Voilà, et pour conclure un peu sur l'activité de l'ADMA, de l'Académie des mobilités actives et de la FUB, je voulais vous parler plus précisément du lien entre mobilité active et sport santé. Donc, on a publié une étude dans la présentation qui vous sera transmise à l'issue de ce webinaire. Il y a un lien qui est cliquable, hein, donc quand vous cliquez sur la petite image de gauche, vous avez accès à l'étude. Donc, c'est une étude qu'on a publiée récemment en juin 2023 en collaboration avec l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, l'ONAPS, et qui s'est notamment appuyé sur une enquête menée auprès de 224 maisons sport santé à travers le pays pour essayer de comprendre et de qualifier la place de la marche et du vélo dans les activités des maisons sport santé. On a aussi retourné le sujet, c'est-à-dire qu'on est allé aussi interroger les acteurs du vélo
qui font des actions d'apprentissage du vélo pour voir comment ils appréhendaient le sujet santé, sport santé, accompagnement de public, voilà, un peu plus vulnérable. Donc, il y avait vraiment, voilà, cette volonté, d'identifier les moyens de renforcer la place du vélo et de la marche dans les dispositifs de prescription d'activité physique. Ça, c'est vraiment notre volonté, là, au centre de la slide. Mais, voilà, il y avait aussi, cette idée en toile de fond de se faire parler les 2 mondes et de voir comment les uns et les autres, voilà, comment, le sport santé traite des mobilités actives et comment les mobilités actives traitent de la question de la santé. Et donc ce qui est ressorti de cette étude et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a quelques collaborations, mais ça reste encore, on va dire modeste, mais en tout cas, il y a un intérêt, important de la part de ces acteurs. Typiquement, voilà, 88 des maisons sport santé, estiment que la prescription d'activité physique adaptée pourrait être un bon outil pour renforcer la pratique de la marche et du vélo. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y aurait un intérêt ou en tout cas un désir de leur part de développer des actions autour de la marche et du vélo, au sein des maisons sport santé. Même son de cloche du côté des acteurs du vélo, ils sont à 87 en bas à gauche de la slide, à estimer qu'il serait pertinent de développer des actions, à l'avenir à destination d'un public, sport santé, malade chronique. Donc voilà, donc il y a vraiment, cette idée et ce souci et aussi, tout à l'heure, Pierre l'évoquait tout à l'heure avec ce développement un peu, voilà, ce développement, on l'évoquait 30 de plus de fréquentation des itinéraires cyclables, entre 2019 et 2021. Donc il y a un développement qu'il faut accompagner et il y a certains publics entre guillemets, à ne pas laisser, derrière. Et donc voilà, tout l'enjeu aussi, c'est de renforcer le lien entre acteurs du sport santé et acteurs des mobilités actives pour que justement, il y ait une pratique le plus équitable, et qui prennent en compte, ben, des publics qui ont justement des vulnérabilités et des besoins en termes de pratique d'activité physique. Donc voilà, vous le verrez dans l'étude, si vous avez l'occasion de la parcourir, on a pu, voilà, s'attarder sur un certain nombre d'actions remarquables. Il y a déjà des acteurs, justement, des professionnels de l'APA, par exemple, qui organisent des actions assez robustes autour de l'apprentissage du vélo. Donc voilà, on a des exemples en Savoie, en Gironde, des maisons sport santé qui s'impliquent fortement sur cette dynamique-là, hein, plus d'une cinquantaine d'entre elles. Donc voilà, donc il y a des exemples et cette étude a permis de les qualifier un peu. Et en fin d'étude, ce qu'on propose, c'est toute une série de recommandations, à destination aussi bien, des acteurs locaux que nationaux. Et on a voulu vous pointer là, quelques recommandations, peut-être qui concernent un peu plus les collectivités territoriales avec, voilà, l'idée et le besoin qui commence à émerger et ça a été remonté par pas mal d'acteurs du sport santé. C'était de dire que souvent, ils faisaient un peu avec les moyens du bord, par des vélos qui étaient prêtés par des associations, des clubs sportifs, des collectivités, mais qu'il manquait aujourd'hui, on va dire, un système ou un service de location de vélos adaptés. Alors on parle souvent des vélos à assises basses ou des tricycles, ou certains vélos couchés en fonction de telle ou telle, voilà, limitation. Et donc, on a des vélos, qui sont adaptés à la pratique de personnes éloignées de l'activité physique ou avec un certain âge. Et donc, il y a vraiment ce besoin de pouvoir, mutualiser, ce type de vélo et d'avoir peut-être des actions qui s'organisent à l'échelle de l'intercommunalité ou de département sur ces services de location et ce prêt de vélos adaptés. Et on a, bien évidemment, le lien à accompagner et renforcer les actions d'apprentissage du vélo à destination des publics vulnérables et j'insiste là-dessus d'un point de vue, à la fois sanitaire, mais aussi socio-économique. Et donc là, on voit aussi tout l'intérêt de faire le lien entre vélo et atelier santé-ville ou vélo et contrats locaux de santé et en miroir, dans les schémas directeurs vélo, essayer de mieux prendre en compte cette question de la vulnérabilité sanitaire, voilà, et des publics, avec des besoins spécifiques. Donc voilà un peu pour cette courte présentation, à la fois du travail de l'ADMA, et voilà, en termes de formation et d'études qu'on a pu produire, sur ces 2 dernières années.
Merci Nicolas. Nous avons encore quelques minutes pour recueillir vos témoignages ou alors que vous puissiez poser vos questions. Évidemment, tout le monde commence à avoir faim. Nous Moi, j'ai comprenons. peut-être une question. Nicolas, tu évoquais pour l'ADMA la possibilité, enfin, de monter en puissance, en tout cas en termes de nombre de personnes formées sur les années à venir, avec des choses en local. Combien de participants vous attendez, par exemple, pour engager une formation en local? Ouais, ben ça dépend vraiment. Généralement, ça dépend aussi du nombre de personnes qu'on va mobiliser pour intervenir. Hmm, Mais généralement, quand on organisait des formations en local auprès des élus, on demandait la participation de 8 à 10 personnes. On pouvait avoir aussi des groupes mixtes avec élus, techniciens ou simplement des techniciens. hmm. Voilà, ça dépend aussi de nous, les moyens qu'on va développer en termes de formation. Ok. Voilà. Après, l'idée, c'est que justement, quand on se déplace en local, entre guillemets, voilà, il puisse y avoir une prise en compte du déplacement, mais toute l'ingénierie est pédagogique et le temps de formation est pris en charge par le programme. Ok, très bien. En tout cas, si vous sentez vos élus parfois qui sont pas encore au fait des mobilités actives, vous pouvez imprimer des fiches thématiques, envoyer les liens sur l'ADMA parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien vulgarisées, c'est accessible pour à tous les niveaux. Donc faut pas hésiter à véhiculer l'information parce que parfois ils ont un peu besoin de ce point d'étape avant de se dire que ah mais si c'est possible et il faut pas soulever des montagnes pour arriver à quelque chose de cohérent. Donc donc allez sur le site, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. 12h30, moi je voulais vous informer que donc ce webinaire a été enregistré, vous aurez accès au replay et comme toutes les personnes qui étaient inscrites auront accès au replay de ce webinaire via le mail que vous recevrez là, soit cet après-midi, soit demain. Et en accédant à ce mail-là, enfin par le lien que vous aurez, vous accédez aussi aux autres webinaires collectivités qui ont été proposés, qui permettront notamment de retrouver des webinaires dédiés aux solutions, certaines solutions qui ont été évoquées. Je pense au programme Mobi, même si il va évoluer dans les mois à venir, mais le défi mobilité, etc. Voilà, il y a différents dispositifs qui ont été évoqués aujourd'hui, qui ont été l'objet de webinaires précédents, donc vous pourrez retrouver ça un petit peu plus loin, et en cas de questions évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en lien avec les personnes directement concernées. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Anne, Nicolas? Très bien. Ben, je vous remercie et on remercie aussi Anne Bourri qui nous a quittés un petit peu plus tôt. Merci d'avoir pris du temps ce matin pour nous partager vos expériences et vos accompagnements. Et puis, ben, nous vous souhaitons un bon appétit, un bon après-midi et à très vite. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.